est le président national de l'Union pour un mouvement populaire, UMP, coordonnateur général de la dynamique citoyenne pour Naïkolo Samounabouala. Vous l'aurez compris, Digne Elvis Chalisson Kombi est l'invité de votre émission. À vous la parole. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Très Gauthier. heureux de vous avoir à nouveau sur notre plateau. C'est toujours un plaisir avec Écho du Vrai. Alors, notre entretien tournera essentiellement autour du DID, dialogue intergénérationnel décentralisé. Pourquoi était-il nécessaire pour vous, pour votre dynamique, d'organiser ce dialogue? Pas pour nous, mais pour le Congo. Il était important que nous puissions, à 6 mois de la déclaration du président de la République de l'année de la jeunesse, il était important que nous puissions mettre en face, d'un côté, tous ceux qui sont les gestionnaires de l'écosystème qui a été créé, et de l'autre côté, des jeunes porteurs de projets, des jeunes entrepreneurs, et ceux qui se posaient la question de savoir c'est quoi l'année de la jeunesse. Voilà. Mais je crois que Paris réussit. Nous avons bénéficié de l'assistance du ministère des PME à travers pratiquement tout l'écosystème qui a été créé. Nous avons bénéficié de l'appui du ministère de la Jeunesse et de plusieurs experts. Aujourd'hui, le DID, c'est 620 projets des jeunes qui ont été déposés. Et déjà la semaine prochaine, nous sommes dans les arrondissements de Brazzaville. Nous avons reçu l'autorisation des autorités. À terme, nous voulons que tous les jeunes Congolais qui ont une idée de projet puissent se mettre en processus d'incubation. Voilà. Et pourquoi pas à la fin, d'ici 2, 3, 4 mois, nous puissions avoir la possibilité d'en faire des chefs d'entreprise ou bien des gens qui seront dans l'auto-emploi. Mais quel était exactement l'objectif de ce dialogue? Parce qu'on sait qu'il y a déjà eu un dialogue intergénérationnel organisé dans notre pays, en présence du président de la République, mais cette fois-ci, quel était vraiment l'objectif? Parce que l'autre dialogue aussi, la question de l'implication des jeunes dans la gouvernance publique était posée. Cette fois-ci, quelle était la principale question? Le thème en soi était déjà révélateur de ce que nous voulions. L'écosystème national face à l'implémentation des projets et initiatives dans le cadre de l'auto-emploi, l'emploi et de l'insertion. Donc, vous savez, nous avons vécu une scène il y a de cela quelques mois où un ministre, pour ne pas citer le ministre de la Jeunesse, qui devait rencontrer des jeunes, et arrivé dans la salle, il leur a posé la question de savoir s'ils connaissaient les structures que le chef d'État avait mises en place. Sur 100% des jeunes qui étaient là, au moins 80% n'avaient pas connaissance qu'il y avait une structure qui existait qui s'appelait le FONEA. Malgré tout le travail que le FONEA fait en matière d'accompagnement des jeunes. Moi-même, par exemple, bien que avec toutes les charges qu'on a assumées dans ce pays, les contacts aujourd'hui avec l'écosystème du PME m'a permis de découvrir énormément de choses. Ça veut dire qu'il y avait un besoin de faire que les jeunes puissent rentrer en contact avec cet écosystème-là pour vouloir comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Qu'un jeune qui a une idée puisse se dire, si je veux m'investir aujourd'hui dans l'auto-emploi, quelle est la structure qui peut m'aider? Voilà. Si je veux créer une société aujourd'hui, quelle est la structure qui peut m'accompagner? Si je veux une formation, comment je peux faire pour avoir une formation dans le cadre de l'employabilité? C'était d'abord ça l'objectif. Et je crois que nous avons bénéficié de l'appui technique, comme je dis tout à l'heure, de ces structures-là, et je crois que mission accomplie. Alors, à l'annonce de ce dialogue intergénérationnel, je vais y arriver, décentralisé, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de jeunes ont critiqué cette initiative. Selon vous, pourquoi? Nous sommes dans une société très politisée. Voilà, aujourd'hui, je crois que les jeunes Congolais sont les jeunes les plus politisés de l'Afrique. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une espérance qui a été trahie, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont devenus très sceptiques. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une initiative qui semble être lancée, on a l'impression que c'est du déjà vu et que les résultats, au finish, n'arrivent jamais. Donc, c'était quelque chose de normal qu'il puisse avoir tout ce débat qu'il y a eu, mais le problème, c'est qu'à la fin, chacun a compris que ce n'était pas une initiative politique et que là, nous étions dans une démarche très scientifique qui consiste à créer les conditions pour que les porteurs de projets, des jeunes qui ont des idées et l'écosystème en place puissent se mettre en place pour continuer. En termes d'exemple, aujourd'hui, par exemple, nous avons une société de la place, le contrat sera signé
je crois, la semaine prochaine, qui est volontaire pour financer près de 500 jeunes en matière de financement de projets. Voilà. Donc, il y a des initiatives comme ça. La semaine prochaine, nous serons à Mongali. Voilà. Parce que la ministre députée de Mongali pense qu'il est important que, dans le cadre de l'appel à projet, nous puissions venir à Mongali pour lancer l'initiative là-bas, de façon que les jeunes de Mongali puissent aujourd'hui rentrer en contact avec l'écosystème pour présenter des projets, de façon qu'elles puissent participer à la création des entreprises ou pourquoi pas du financement des projets des jeunes au niveau de la société de Mongali. Donc aujourd'hui, c'est une initiative que chacun commence à comprendre. Alors le DID, c'était du 8 au 9 juin dernier, mais beaucoup de langues disent qu'il n'y a pas eu assez d'implication de la part. Vous êtes coordonnateur de la dynamique citoyenne Pona Ekolo, mais Pona Ekolo a son président, monsieur le ministre Hugues Golondele, on parle du manque d'implication de son président. Pourquoi? L'implication financière. mais parce qu'il ne faut pas confondre le ministre de la République et le monde associatif. Qui est président? Dès le début, je pense que les gens nous ont fait un procès d'intention, voilà, en pensant que c'était une histoire du ministère de la Jeunesse qui ne voulons pas, et que le ministre a désigné le coordonnateur de Pona Ekolo que je suis. Bon, une histoire compliquée. Bon, ce n'était pas le cas. Deuxièmement, monsieur Ismaël, on confond souvent lorsqu'on dit qu'une mission égale à les hommes et les moyens. Le premier moyen, c'est le moyen humain. Voilà. Et aujourd'hui, au niveau du... Avec tout ce que vous avez fait, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de millions, monsieur. Non, non, pas du tout. Je pense que... La communication que vous avez déployée, et toute la mobilisation des ressources humaines qui étaient autour, ça demande beaucoup d'argent. Mais je crois qu'on a eu, on a eu plus des gens, des médias qui nous ont accompagnés. Écho du Vrai nous a accompagnés, a fait de très bon travail. On a eu des partenaires, on a eu des gens qui, à un moment donné, qui sont restés professionnels. Voilà. Ce qu'ils ont vu, ils l'ont dit. Ce qu'ils ont entendu, ils ont rapporté. Donc, de façon que... le président de Pona Ekolo ne s'est pas impliqué personnellement dans ce projet. C'est le président de Pona Ekolo, il n'y en a pas deux. Donc, s'il y a une initiative qui engage Pona Ekolo, il est plus ou moins engagé dans l'action. Pourtant, on ne l'a pas vu même au jour du lancement. Pour la simple raison, c'est qu'il n'était pas sur place. Il s'est impliqué financièrement également. Tout le monde, on a eu beaucoup de partenaires. Voilà, on a eu beaucoup de partenaires. Je crois que... toujours pas ma question. Je veux savoir si le président de Pona Ekolo, M. Hugues Golondele, qui est d'ailleurs ministre de la République, a participé financièrement à l'organisation de cette activité qu'il faut signifier était très louable. La réponse, c'est que c'est lui le président de Pona Ekolo. Donc, s'il y a une activité comme ça qui a été organisée, il faut se dire que techniquement, matériellement, financièrement, plus ou moins, le président de Pona Ekolo s'engage toujours à financer. Mais au-delà du président de Pona Ekolo, nous avons d'autres partenaires. Comme le Premier ministre? Évidemment, parce que c'est le... la question, ce n'est pas de dire ce qu'il a donné. La question, c'est la disponibilité du chef de gouvernement à accompagner l'initiative. Voilà. Donc, on ne peut pas parler en termes de qui a donné quoi. Voilà. C'est la volonté que des cadres, des structures publiques se sont investis à dire que s'il est possible que nous puissions créer des conditions, que les jeunes porteurs de projets puissent se retrouver face à l'écosystème, nous allons mettre un peu le moyen pour que ça se fasse. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça s'est fait. Alors, vous avez parlé justement des résultats positifs de ce dialogue. Il y a eu des jeunes qui ont déposé des projets. Il y aura quelques jeunes qui bénéficieront des financements de leurs projets. Mais à long terme, quels sont les résultats attendus? Qu'est-ce que vous attendez réellement de ce dialogue? Qu'est-ce que cela doit produire à long terme? Partons pour le principe à dire qu'il est important que nous puissions changer le logiciel mental des jeunes Congolais. Monsieur Ngatié, je crois que vous êtes un modèle dans le domaine. Vous aurez pu faire comme ces milliers de jeunes Congolais qui aujourd'hui, après les études universitaires, attendent d'être recrutés à la fonction publique. Voilà. Moi j'aime à le dire que la fonction publique aujourd'hui, c'est devenu une machine à fabriquer des pauvres. Voilà. Parce que la situation, la fonction publique est une machine, à fabrication de pauvres parce que même quand vous êtes secrétaire principal d'administration, secrétaire d'administration ou même administrateur de SAF, ce que vous gagnez à la fonction publique ne vous permettra pas, au stade actuel, avec le coût de la vie en République du Congo, de pouvoir avoir une vie décente. Mais aujourd'hui, vous avez des jeunes, aujourd'hui, vous-même vous êtes le modèle, comme je disais, qui sont engagés aujourd'hui à faire de l'auto-emploi, à créer des structures. Et aujourd'hui, ces jeunes peuvent dire qu'ils gagnent bien leur vie.
C'est ce nouveau logiciel mental que nous pensons qu'il faut orienter les jeunes. Voilà, il faut leur dire qu'il est possible qu'avec la connaissance, il est possible qu'avec des formations complémentaires, vous n'êtes pas journaliste de profession, voilà, mais vous avez eu ce courage-là d'apprendre des choses et aujourd'hui vous êtes à la tête d'une web TV dans notre pays. Donc on peut avoir des jeunes aussi aujourd'hui. Je suivais encore ce matin à la télé un jeune Congolais, voilà, qui a lancé la société Noki Noki, qui a pu lever 5 millions d'euros, voilà, en Europe pour sa société, pour s'implanter dans plusieurs pays africains. Il y a de cela 2 jours, aux États-Unis, voilà, un jeune Congolais a gagné un grand concours de start-up. Donc, ce qui arrive à ces jeunes-là peut arriver à n'importe quel jeune du moment où on se donne les moyens de commencer à réfléchir déjà par dire que l'emploi d'aujourd'hui et de demain n'est pas nécessairement par la fonction publique. Et qu'aujourd'hui, il y a un écosystème qui existe, qui peut faire qu'on puisse se faire reformer à travers le FONER, pourquoi pas. Aujourd'hui, avoir des projets et être accompagné dans une incubation à travers l'ADPME ou le FIGA, et à la fin, avoir des financements avec les structures qui existent. Mais c'est cet état d'esprit-là que nous voulons aujourd'hui ramener auprès des jeunes pour qu'ils comprennent qu'il y a de l'espoir et qu'on peut, avec un peu de volonté, réussir à faire des choses. Alors, il y a une phrase que vous avez prononcée, je crois, lors de ce dialogue. Vous avez dit « Je m'engage par solidarité à l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État à contribuer de 10% de mes émoluments la cagnotte de solidarité nationale pour le financement des projets des jeunes ». Est-ce qu'on peut comprendre cette phrase-là? Comment il y a eu beaucoup qui ont critiqué ce point de vue? Comment on comprend ça? Alors, le Congo traverse des périodes difficiles, ce qui fait que les structures qu'on a mises en place, voilà, qui devaient charger d'accompagner des projets des jeunes et tout ça, sont en difficulté. Il faut dire que, selon la loi, ces structures-là bénéficient d'un pourcentage sur la TUS. La TUS, c'est la taxe unique sur les sociétés. Voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, le ministre des Finances lui dit à chaque fois, les structures chargées de mobiliser de la fiscalité au Congo n'arrivent pas à mobiliser assez de ressources, ce qui met en difficulté les structures qui devaient bénéficier de ces sommes-là. Aujourd'hui, ces structures-là ne vivent que pour le fonctionnement. C'est-à-dire le peu d'argent qu'ils arrivent à gagner, ça leur permet à peine de payer des salaires ou bien de fonctionner. Mais nous avons un problème, M. Ismaël, et vous le savez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un pays jeune, où près de 76% de la population est jeune. Ces jeunes-là, pour la majorité, voilà, sont en quête d'emploi. Aujourd'hui, nous avons l'évolution des phénomènes comme les bébés noirs qui avancent, d'où la nécessité pour nous de voir quels sont les moyens que nous pouvons avoir de faire des levées de fonds pour pouvoir injecter les fonds pour le financement des projets des jeunes et pour leur formation. C'est pour ça que nous avons pensé, au niveau du dialogue intergénérationnel, que le Congo, nous avons aujourd'hui une catégorie de cadres, voilà, qui peuvent aujourd'hui, pourquoi pas, assumer ce rôle-là. Nous prenons le cas de Wando Pluriel. Wando Pluriel est une association qui a été lancée par l'honorable Ouassa. Wando Pluriel a eu une idée magique. Conscient des problèmes de formation des jeunes en Wando, Wando Pluriel a mobilisé tous les cadres de Wando. Voilà, dans le cadre d'une solidarité et d'une quête, ils ont mobilisé près de 200 millions, rien qu'à Wando, pour former les jeunes. Et nous sommes partis à la cérémonie du lancement de la première cohorte qui a été formée, et c'était formidable. Dans l'idée que nous avons aujourd'hui avec le dialogue intergénérationnel, nous avons suggéré au Premier ministre de lancer ce qu'on appelle une cagnotte nationale. Mais cette cagnotte nationale-là sera financée par qui? Nous disons que tous ceux qui gagnent des émoluments, au-delà d'1 million de francs CFA, voilà, ils sont ministres, ils sont députés, ils sont au cadre, ils sont magistrats, ils peuvent prendre l'engagement, c'est volontaire, pourquoi pas de verser 10% de leurs émoluments pendant une année pour financer des projets des jeunes. Parce que, M. Ismaël, les jeunes qui vont être financés ne sont pas des extraterrestres. Pour les députés, ce sont des jeunes qui sont dans leur circonscription. Pour les sénateurs, ce sont des jeunes qui sont dans leur circonscription. Pour les hauts cadres, ce sont les jeunes qui sont dans leur quartier. Parce que si nous ne trouvons pas, M. Ismaël, les solutions aux problèmes de ces jeunes, et que chaque matin, nous sommes contents de sortir de nos maisons, dans nos belles voitures, avec nos enfants, que nous mettons de l'argent pour mettre de bonnes études, nous nous mettons non seulement en danger nous-mêmes, mais nous mettons aussi en danger nos propres enfants. Parce que demain, ces jeunes-là, s'ils n'ont pas d'avenir, si ces jeunes-là n'ont pas d'emploi, si ces jeunes-là se radicalisent demain, ils pourront faire du mal à nos enfants demain. Ils pourront faire à nous-mêmes aussi nous faire du mal.
Les jeunes qui sont aujourd'hui en train d'attaquer les gens dans leur maison, qui sont des bébés noirs, qui sont d'attaquer les gens dans les ruelles, c'est des jeunes qui sont dans nos quartiers. Donc, du coup, nous devons avoir une mobilisation générale. Voilà. Que tu sois élu, que tu sois au cadre, le peu que nous pouvons gagner, je pense qu'on peut contribuer jusqu'à 10% de ce que nous gagnons pour permettre... Mais ça veut dire que l'État a failli, non? Avec le FIGA, la CPE et autres, l'État a failli dans le cadre du financement des projets de jeunes, non. du développement des projets qui existent déjà. Non, je ne peux pas dire que l'État a failli. Aujourd'hui, au stade actuel, mais comme tous les États, l'État peut... Si jouait réellement son rôle, on ne devait pas avoir cette idée-là. Non, le FIGA a été créé dans un contexte. Aujourd'hui, nous savons tout ce qui s'est passé dans cette... Voilà, nous savons tout ce qui s'est passé dans cette structure. Et aujourd'hui, cette structure a des problèmes de financement parce que la source de financement principale, qui était la TUS, ne permet pas de faire ce qu'il veut faire. Mais je ne veux pas aussi emmener un autre débat, mais j'espère que ça, c'est un grand débat qui arrivera après. Le changement de statut aujourd'hui du FIGA, qui passe de l'EPA à l'EPIC, ne permettra plus, par exemple, que demain, que l'État puisse injecter les fonds à cette structure-là. Mais si l'État n'arrive plus à injecter, ou si l'État ne peut plus injecter les fonds dans cette structure qui devient une EPIC, voilà, un EPIC, mais ça veut dire qu'il faut que cette structure soit capable d'aller sur les marchés au niveau international pour faire la levée de fonds. Mais comment faire la levée de fonds? Voilà, comment faire la levée de fonds si vous êtes dans un pays qui n'a pas une bonne réputation auprès des marchés? Bon, mais ça, c'est un autre débat. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons une urgence. Voilà. Il ne s'agit pas de se faire des procès pour dire qu'un tel a failli ou un tel n'a pas réussi. Aujourd'hui, il s'agit de voir comment pouvons-nous faire pour commencer déjà à résolver les problèmes des jeunes qui sont demandeurs et de façon que, le temps que l'État se réorganise. Et aujourd'hui, nous avons pensé, auprès du dialogue intergénérationnel décentralisé, que chacun de nous, voilà, une fois que le chef d'État a donné le mot d'ordre, chacun de nous ne peut pas croiser des bras et penser que c'est une histoire du président de la République. Voilà, le Premier ministre doit pouvoir s'activer à mobiliser tous les cadres, tous les élus et tous ceux qui sont tout autour pour dire nous avons un dossier que le président nous a donné, voilà les difficultés, que chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice. C'est le but du projet. Alors, M. Digne Chalisson Okombi, en vous présentant, j'ai dit que vous étiez homme politique, président national de l'Union pour un mouvement populaire. Comment se porte ce parti? Très bien. Il n'y a plus d'activité depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, nous avons organisé le bureau politique, ça fait 2-3 mois. Mais ensuite, il faut avoir un fonctionnement normal. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un fonctionnement normal, qu'il s'agit de former les cadres politiques, qu'il s'agit de restructurer les organes de base, qu'il s'agit d'animer, de l'animation du parti. Voilà. Alors, quelle est la prochaine étape? Vous, on sait que dans votre parti, il n'y a plus de députés, vous étiez député, vous n'êtes plus. Et quelle est l'activité d'envergure que vous pensez organiser à travers votre parti, l'UMP, qu'on ne voit d'ailleurs plus ces derniers temps? Nous préparons les élections. Un parti ne vit que... nous sommes en 2024. Nous préparons les élections législatives et locales. Vous repartez voilà. Je pense que les populations de Ngo sont demandeurs que leurs députés puissent revenir. Voilà. Même ceux qui sont venus faire le désordre à Ngo savent aujourd'hui que ça a été une peine perdue. Ils ont un député actuellement, un gros banquier. Bon, le gros banquier, je vous le concède, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si au Congo, il y avait, si c'est un grand banquier, je crois que c'est un banquier qui a eu la carrière qu'on le connaît, mais je crois que entre le banquier et le député, il y a une grande différence. Mais la population de Ngo aujourd'hui constate qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes et qu'aujourd'hui, que ce soit les sages, les jeunes, tout le monde demande que leurs députés puissent revenir. Leurs députés puissent revenir. Vous, par exemple, vous avez entamé plusieurs actions en Ngo, la maternité, les écoles. Aujourd'hui, la maternité n'était pas encore finie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez continué la finition de ces travaux? Nous allons finir. Lorsque nous avons voulu continuer à faire nos activités à Ngo. Est-ce que cette population de Ngo est ingrate envers vous? Est-ce qu'on peut dire ça? Mais la preuve, c'est que nous avions gagné ces élections-là. Ça veut dire que... déclaré comme gagnant le soir. Ngo est l'unique circonscription que tout le monde sait que les élections ont été proclamées 2 semaines après. Mais ce débat est dépassé. Voilà, aujourd'hui, on n'est plus sur ce débat-là.
Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans tout le parti, voilà, pour réorganiser le parti, voilà, préparer les prochaines élections locales et législatives, pour revenir soit au niveau où nous étions avant, mais pourquoi pas dépasser ce niveau-là en termes de lutte. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner aux prochaines élections, M. Ngongara? Mais puis j'avais déjà gagné. J'avais déjà gagné. Mesdames et messieurs, nous avons reçu M. Digne Elvis Chalisson Okombi. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Mesdames et messieurs, si vous avez un mot de la fin, M. le Président. Non, je voudrais dire aux jeunes que l'appel à projet continue. La semaine prochaine, déjà, nous lançons l'appel à projet dans les arrondissements de Brazzaville. Voilà. Et en dehors de ça, je pense que d'ici 2 semaines, nous allons lancer un grand projet dans le département de la Bouenza avec des partenaires. Nous allons financer près de 200 hectares, voilà, que nous allons donner à près de 200 coopératives agricoles, voilà, et qui, en collaboration avec l'ANA, le FIGA et toutes les autres structures, nous allons former ces jeunes-là, parce qu'il y aura une formation de ce que nous appelons aujourd'hui des entrepreneurs agricoles, voilà. Donc, qui doit faire confiance à ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans le discours. Voilà, nous laissons des discours à ceux qui savent le faire. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est mobiliser des partenaires financiers, c'est mobiliser des partenaires techniques, de façon que nous puissions tenter de trouver des solutions aux problèmes des jeunes. Alors, M. Digne Elvis Okombi, avant de boucler cette émission, je vais revenir sur la partie politique. Il y a eu, on peut dire ça, un grand départ dans votre mouvement politique. L'un de vos cadres du parti, M. Orumuka Maurice, a quitté le parti. Il est placé par le parti au Conseil consultatif de la jeunesse. Il a quitté le parti. Comment vous avez vécu ça? Est-ce pour une trahison ou c'est quelque chose de normal? Non, pourquoi une trahison? Je pense que il arrive à un moment donné que des jeunes qu'on a encadrés puissent voir autrement leur carrière. Voilà. Je pense qu'en tant que politique, je trouve normal qu'un jeune que nous avons formé puisse à un moment donné penser évoluer autrement. Voilà. Donc c'est quelque chose de normal. Il n'est pas le premier. Voilà. Voilà. Il n'est pas le premier. Et je crois que dans la suite du parti ne sera pas le dernier. Vous savez, en 92, je crois, à la conférence nationale, le président de la République a dit quelque chose de fondamental. Les compagnons de longue lutte et de profonde conviction vous ont dit leur part de vérité et le bien qu'ils ont eu à faire. Le mal, je suis donc le seul à l'assumer. Et je l'assume à titre collectif et individuel. Alors, parce qu'en 92, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a vu, voilà, et là encore je cite son épouse dans le film Le pouvoir et la vie, qui dit que c'était écœurant de voir des gens qui mangeaient à table avec eux, mais qui à la télé étaient en train de dire des choses invraisemblables sur eux. Mais c'est la vie qui est comme ça, mais c'est la carrière politique. Cela n'a pas empêché qu'aujourd'hui, que le président de la République revienne en 97 au pouvoir et qu'aujourd'hui soit président de la République. Vous-même, comment concevez votre carrière politique à long terme? Vous comptez revenir au gouvernement ou bien c'est juste le siège de député que vous comptez ravir à M. Ngongara? Oh, je crois qu'il faut que... Mais ce n'est pas un objectif en soi de revenir au gouvernement. Pour l'avoir été, je dis toujours que je ne dors pas chaque soir en me posant la question de savoir quand est-ce que je repars au gouvernement. Voilà. Mais je crois qu'il faut que nous, notre travail aujourd'hui, c'est de continuer la longue marche. Voilà. Il faut consolider le parti. Il faut structurer le parti dans les 12 départements. Voilà. Dans chaque village, dans chaque quartier. Il faut que l'UMP s'implante. Voilà. Que nous soyons une alternative demain. Voilà. Et je crois que nous le serons. Et nous avons pris la bonne option pour l'être demain. Mesdames et messieurs, merci M. Digne Elvis Chalisson Okombi. Je rappelle que nous avons reçu le président national de l'Union pour un mouvement populaire. Il est également coordonnateur national de la dynamique citoyenne Pona Ekolo Samunabola, qui a récemment organisé le dialogue intergénérationnel décentralisé du 8 au 9 juin dernier. Mesdames et messieurs, nous avons été ravis de vous voir nombreux à suivre cette émission. Je vais vous demander de faire un effort supplémentaire en likant, commentant, en partageant cette publication. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.